nous abordons une table sur des vies humaines, fracturées irrémédiablement, généralement, en raison effectivement de la défaillance législative, puisque ce sont les dernières lignes de défense lorsque tous les contrôles sont défaillants, mais aussi en raison de pratiques culturelles généralisées. Là, je rejoins tout à fait l'avis de M. Carpentier. Alors, je remercie bien évidemment la plateforme des paradis fiscaux et judiciaires et le CCFD Terre Solidaire de nous avoir invités et de m'avoir donné effectivement l'animation de cette table ronde, d'avoir donc invité Transparency International, qui est membre de la plateforme, pour animer en fait ce débat sur un sujet assez mystérieux et exotique en France, qui est l'alerte éthique, puisque c'est la traduction tout à fait française de ce qu'on appelle whistleblowing, pour laquelle nous sommes engagés depuis 5 ans en fédérant une plateforme d'associations et d'ONG. Je suis évidemment tout à fait impressionnée d'accueillir à cette table ronde 2 avocats éminents et défenseurs de lanceurs d'alerte. Maître William Bourdon, que vous connaissez, qui est à la fois fondateur de l'ONG Sherpa, qui est l'auteur d'un... Il est là. Merci. Il est dans mon sac, et mon sac n'est pas avec moi. Donc, l'auteur d'un très utile et récent petit manuel de désobéissance citoyenne, et qui a notamment défendu Philippe Pichon, Jean-Luc Touly, Nicolas Forissier ou Jérôme Guyot-Dorel, qui est présent parmi nous, et Maître Renaud Dufeu, qui s'est notamment illustré avec les dossiers d'Olivier Faure ou Stéphanie Gibault, et je mettrai un peu à part, mais il s'est illustré également sur ce dossier, le cas de Bradley Birkenfeld. Alors, comme nous devions avoir avec nous Monsieur Bocquet, qui a dû malheureusement se désister et qui devait notamment traiter de la loi du 6 décembre, qui est la grande loi française, je vais esquisser tout d'abord un bref cadre général sur la protection de l'alerte. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça marche? Quelques définitions qui sont quand même utiles pour que nous sachions de quoi nous parlons ensemble. Puis nous ferons effectivement un état des lieux en lien avec le sujet du colloque, plus précisément la banque, en voyant l'état des lieux et les progrès possibles, et nous répondrons bien évidemment aux questions de la salle. De quoi parlons-nous? Nous étions, et c'est là que la petite feuille peut vous servir, le recto verso, de quoi parlons-nous? Nous étions en 2012 en France au degré 0, il faut carrément le lire, du droit d'alerte. La protection des lanceurs d'alerte dans le monde est rarement née de la vertu spontanée d'un peuple, hors la Suède en 1766, plus généralement d'une série de crises et de tragédies coûtant des centaines de vies humaines, ruinant des pans de l'économie, sapant les fondements de la confiance, crises et tragédies qui auraient pu tous être épargnées si les équipes averties n'avaient pas craint de perdre leur emploi en brisant le silence ou avaient été entendues lorsqu'elles en ont eu le courage. On sait que 40% des fraudes sont révélées par les lanceurs d'alerte, mais on sait que 64% des salariés se taisent de peur de perdre leur emploi. C'est l'écrasement de la navette Challenger en 86 qui engendre le Whistleblowing Protection Act de 89 aux États-Unis. Ce sont le déraillement d'un train, l'explosion d'une plateforme pétrolière, le naufrage d'un ferry et la faillite d'une banque dans les années 90 qui engendrent la loi la plus complète et la plus équilibrée encore à ce jour, le Public Interest Disclosure Act anglais de 1998. C'est des faillites d'Enron ou WorldCom que naît le Sarbanes-Oxley Act de 2002. Ce sont les scandales du Mediator et de Jérôme Cahuzac qui donnent chaotiquement naissance à 4 lois segmentaires et lacunaires en l'espace de 2 ans en France. Vous avez le tableau que vous voyez mal là, mais que vous pouvez regarder puisque vous avez la feuille avec le tableau. C'est extrêmement instructif de voir parce que c'est voilà où nous en sommes. Plus profondément, on peut se demander si la crise financière de 2008, succédant aux crises sanitaires et environnementales, ouvrant une crise morale et sociale globale, obligeant nos sociétés bien au-delà de la France à repenser collectivement les fondements de notre civilisation,
n'a pas mis en lumière pour le grand public une chaîne de causalité. Corruption, crise, creusement des inégalités, délitement du lien social, pauvreté. Et si ce n'est pas de cet effondrement total de la confiance que la figure du lanceur d'alerte pouvait émerger, non plus comme mouton noir, mais comme vigie citoyenne. Et là, il y a vraiment un renversement brutal et très rapide de perspective. Si hors même et sans l'effet Snowden, et il ne faut évidemment pas minorer le cas Snowden, ce ne sont pas les années 2008 qui ont fait de 2013 l'année des lanceurs d'alerte, refondateurs d'un bien commun évanoui. Alors, il n'y a pas de définition légale internationale de l'alerte éthique ou du lanceur d'alerte, mais les définitions des législations nationales et des ONG convergent toutes sur le fond vers signalement dans l'intérêt général. C'est ça, l'alerte éthique. Et le lanceur d'alerte, c'est celui qui fait une alerte éthique. Donc, pour Transparency International, qui est une définition plus complète, l'alerte éthique est le signalement d'un fait illégal, illicite ou dangereux touchant à l'intérêt général aux personnes ou instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Et sur la même ligne, vous avez aussi dans vos papiers la toute fraîche définition du Conseil de l'Europe dans la recommandation du Comité des ministres aux États membres en date du 30 avril 2014. Et là, la définition, c'est le signalement d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général. Toujours le même concept. Lisez en regard, c'est la troisième définition que vous avez sur votre feuille, la seule définition française du lanceur d'alerte qui est donnée par la loi du 16 avril 2013, totalement partielle, un peu compliquée par ailleurs, et qui est restreinte à la santé publique et à l'environnement. Alors, le droit d'alerte, encadrement de l'alerte éthique, à la mécanique complexe, fait l'objet de débats depuis près de 40 ans dans le monde, 25 ans en Europe, 3 ans en France. Il est inscrit dans les conventions internationales. Alors, vous les trouverez sur notre base alerte éthique, ce n'est pas la peine que je vous les énumère, pardon, mais je citerai peut-être l'Organisation internationale du travail de 82 ou la Convention des Nations unies contre la corruption de 2003. Donc, il est inscrit dans des conventions internationales que nous avons ratifiées, mais pas appliquées nécessairement, et les lois nationales. Près de 60 pays ont adopté, à dater de 1863, une législation soit segmentaire et sectorielle. Il y a par exemple 47 lois aux États-Unis aujourd'hui protégeant divers segments et métiers pour les lanceurs d'alerte. Il y en a 12 en Irlande. Ou bien une loi globale pour les secteurs publics et privés et tous les champs de l'activité humaine, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée et l'Irlande qui est en train de rebattre les cartes puisqu'ils ont commencé comme nous par un millefeuille. Ça a donné une opacité et une incohérence juridique et ils travaillent à la loi qui sera sans doute la plus grande loi. Ils vont la voter ce mois-ci ou le mois suivant. Ça devrait être une loi plus avancée encore que ne l'a été en son temps le Public Interest Disclosure Act des Anglais. Mais tous ont commencé par la protection du service public, absolument tous, à l'exception de la France, qui parmi ces 60 pays est le seul pays au monde à avoir protégé en premier lieu le salarié du secteur privé signalant des faits de corruption et en fait à n'avoir jamais mis en place jusqu'au 6 décembre 2013, donc la grande loi du 6 décembre, une protection explicite de l'agent public signalant crimes ou délits ou faits de corruption. Alors, selon le Conseil de l'Europe ou les standards internationaux, pour qu'une législation alerte soit efficace, une loi globale et spécifique, est-ce qu'on peut voir la page 2 avec les principes directeurs? Donc, une loi globale est préférable pour la sécurité juridique. Le champ d'application doit inclure au minimum les violations de la loi et des droits de l'homme et les risques pour la santé, la sécurité publique et l'environnement. Les canaux et les procédures doivent être clairs et sécurisés. Une agence indépendante doit recueillir, traiter, suivre l'alerte, évaluer et publier régulièrement les données. Alors, regardez à présent sous les définitions ou sur le tableau. Là, vous voyez en rouge ce que nous avons et en noir et en bleu ce que nous devrions avoir. Donc, vous voyez que nous avons une toute petite portion congrue. Et dans les feuilles que vous avez, c'est souligné. Dans les feuilles que vous avez avec les principes et les standards internationaux, vous avez en souligné ce que la France a fait. Et dans ce qui est souligné, vous n'avez souvent qu'une partie. C'est soit le public, soit le privé. Enfin, c'est donc extrêmement partiel.
Il faut évidemment saluer les progrès considérables de l'année 2013 en matière de droit d'alerte, notamment la grande loi du 6 décembre qui protège le signalement des crimes et délits pour les secteurs publics et privés, qui autorise un signalement à la presse, c'est la seule de toutes nos lois qui autorise de saisir la presse, et qui a nommé un régulateur avec le service central de prévention de la corruption. Les autres n'ont pas non plus nécessairement de régulateur. Cependant, si nous disposons en 2014 de 5 lois segmentaires, dont 3 de 2013, c'est une législation lacunaire que notre vice-président a qualifiée de gruyère, puisque 2 de nos lois, vous vous rendez compte de la situation, 2 de nos lois oublient le licenciement de la liste des protections, donc vous n'êtes pas protégé du licenciement. Il vaut tout de même mieux lire correctement ces lois, sinon vous croyez être protégé et vous ne l'êtes pas du tout, ce qui est quand même extrêmement grave. Donc une législation sans définition globale du lanceur d'alerte, sans canaux sécurisés internes ou externes, sans agence indépendante, sans garantie de confidentialité ni possibilité d'anonymat, ni sanction pénale pour les auteurs de représailles, ni fonds de dotation, ni fondation pour les victimes. Et ce qui m'apparaît, moi, politiquement, socialement et culturellement le plus grave, c'est sans doute l'absence de soutien institutionnel aux victimes pendant comme après leur procès, parce que vous avez 10 à 12 années de procédure judiciaire sans ressources financières et éventuellement des dommages et intérêts qui ne couvrent jamais pour le moment en France la perte que vous avez effectivement essuyée. Voilà. Donc, de fait, si nous sommes culturellement hostiles à toute récompense financière, les autres pays font des récompenses avec toutes les dérives que ça peut impliquer, nous pourrions instituer un mécanisme de prélèvement de 25 à 30% des fonds collectés grâce aux alertes pour une fondation avec une ligne d'urgence ou pour une maison des lanceurs d'alerte. Alors, après ce tour d'horizon un petit peu théorique, venons-en en l'humain avec des cas concrets. Et effectivement, les 2 maîtres à cette table qui vont pouvoir nous présenter pour illustrer clairement ce que c'est qu'un lanceur d'alerte et ce qui se passe et le drame que c'est. Donc, Maître Bourdon, voudriez-vous commencer par commenter la loi du 6 décembre en regard de quelques dossiers traités ou nous exposer comment des lanceurs d'alerte ont révélé des failles et ce que la loi va changer pour eux?